Bonjour, alors me voici de retour après une longue interruption. Il faut quand même que je fasse démarrer ce moteur. Donc maintenant que j'ai terminé la révision du moteur proprement dite, je vais m'attaquer au carburateur. Alors voilà le carburateur d'origine, hein, c'est un Zenith 32 NDX double corps. C'est le moteur, c'est le carburateur d'origine des Dyna Z1. Alors le problème qui se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir remonter ce carburateur sur le moteur dont j'ai changé les cylindres, puisque maintenant j'ai mis des cylindres M5. Il y a un problème qui va se poser, c'est que les cylindres M5 ont des entrées d'admission différentes des cylindres S5 de Dyna Z1. Et en particulier, les pipes d'admission ne vont pas se monter dessus. Je vais vous montrer pourquoi. Ici donc j'ai le moteur avec les nouveaux cylindres, et vous voyez que les pipes d'admission d'origine sont trop petites, les brides ne se montent pas, les goujons ici sont plus gros sur les cylindres M5, et la collerette ici est trop petite par rapport à l'entrée. Donc je ne vais pas pouvoir remonter ces pipes d'admission. Il faut que je remonte des pipes d'admission qui étaient montées sur les moteurs M5. Alors sur ces cylindres M5, il y avait deux possibilités pour les types d'admission. Il y avait pour les pipes d'admission, il y avait les pipes d'admission pour le modèle normal. Voilà. Et il y a les pipes d'admission pour le modèle Tigre. Donc au niveau de la collerette, il n'y a rien qui change. Hein. Ce qui change, c'est le diamètre des tubes. Là, on voit que le tube Tigre à droite est légèrement plus gros que le modèle normal. Alors, si je veux remonter le carburateur d'origine, il va falloir que j'utilise le bénitier, donc le collecteur d'émission, ce qu'on appelle le bénitier. Il va falloir que je suis obligé de réutiliser comme support de mon carburateur. Donc le problème, c'est que ce bénitier est conçu pour les pipes d'admission d'origine de Z1 qui sont beaucoup plus petites. Là, on a un modèle de pipe d'admission M5 normal, et là, on voit que les pipes d'admission Z1 sont plus petites que le modèle normal, et évidemment beaucoup plus petites que le modèle Tigre. Du coup, je peux pas remonter les pipes d'admission pour un cylindre M5 dans le bénitier d'origine de la Z1, ça rentrera pas. Alors, heureusement, sur les modèles Tigre, il y avait des carburateurs Zenith de double corps de 38 qui sont très semblables au carburateur de 32, et donc je peux récupérer le bénitier de ces moteurs Tigre. Alors en voilà un. Alors il ressemble beaucoup au bénitier du modèle Z1. La différence ici, c'est que les goujons ici n'ont pas le même anthrax que ces goujons là. Mais heureusement, je me suis aperçu, là j'ai un carburateur de 32, je me suis aperçu que sur certains carburateurs, pas tous, hein, mais le corps de papillon là ici qui se met sur le bénitier avait des trous qui étaient oblongs, des trous qui permettent de les mettre à la fois sur le bénitier des modèles Tigre, donc qui sont conçus pour les carburateurs 38, et à la fois sur les bénitiers d'origine de 32. Alors c'est pas le cas de tous les carburateurs, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres carburateurs, là j'en ai un autre de 32, qui ont des trous qui sont des trous ronds, hein, qui ne sont pas des trous oblongs. Et donc dans ce cas là, par exemple ce corps de papillon là, on ne peut pas le monter sur un bénitier de 38. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce carburateur là, et je vais regarder quel type de corps de papillon que j'ai, et si je pourrais le monter sur un bénitier de Tigre.
Et si je peux pas, bah, je changerai avec le corps de papillon qui est compatible pour les deux modèles. Voilà. Alors là, on va avoir tout de suite la réponse pour savoir si le modèle est compatible. Alors voilà, donc ce modèle-là sera pas compatible avec les bénitiers de 38 parce que les trous ici ne sont pas oblongs, ils permettront pas de monter le bénitier de 38. Je vais vérifier tout de suite. Ouais, voilà. Donc l'anthrax c'est pas le même. Ok, je vais démonter donc le corps des papillons. Voilà. Alors, il est retenu par la biellette de la pompe de reprise. Voilà. Bon, je vais remonter tout de suite les écrous pour pas les perdre. Alors, il y a quand même un petit peu de jeu, hein. Je sais même pas si j'aurais pu le garder. Ok, donc là il y a un joint. Voilà, ça c'est important parce que je suis pas sûr que je puisse le retrouver. Donc je vais le garder précieusement. Alors je vais tout de suite démonter l'embase du carburateur qui a les trous oblongs pour voir si ça s'adapte bien sur le carburateur. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, hein, puisque c'est les deux carburateurs de 32. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vais démonter ce corps de papillon. Bon, alors on va les comparer. Alors c'est pareil, il y a le joint ici. Comme ça m'en fait un deuxième. Bon, ils sont pas exactement pareils, mais je pense qu'ils sont compatibles quand même, hein. Alors, bonne nouvelle, celui-ci n'a quasiment pas de jeu. Enfin, on verra une fois qu'il sera nettoyé. Alors, il y a une autre différence notable, c'est que ce corps-là, il est en fonte. Il est en fonte d'acier. Et celui-là, il est en alu. D'ailleurs, ça se voit, hein. Ici, il y a les nervures. Il y a eu plusieurs modèles, visiblement. Ah, il y a une sacrée différence de poids, là. Bon, bah, je vais gagner en poids sur ma Z1. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va continuer le démontage du carbu. Alors là, je vais retirer maintenant le couvercle supérieur, là. Donc là, c'est le corps principal, enfin où il y a la cuve. Et là, il y a un couvercle donc, qui se retire. Alors, il y a 5 vis. Alors, il y a le système Navialex, là. Que je récupérais, mais je pense que c'est plus pour le look qu'autre chose. Le système Navialex qui prend l'essence ici.
sur le couvercle des gicleurs pour l'amener au brûleur. D'ailleurs ça c'est intéressant parce que ça permettra de peut-être d'utiliser cette sortie pour faire une mesure du niveau de cuve. Cette sortie ici elle est directement reliée à la cuve du carbu. Ok. Alors là c'est pareil, il y a un joint. On va essayer de pas trop l'abîmer. Alors, il y a là le piston de pompe de reprise ici qui va venir avec. Et ça c'est le tube de dénoyage du starter, le tube d'émulsion du starter qui reste aussi solidaire du couvercle. Alors j'ai l'impression que le piston de pompe de reprise il est un peu collé. Je vais essayer d'y aller doucement quand même parce que je voudrais pas arracher le cône en cuir. Mais ça m'a l'air d'être bien collé. Ah oui, là aussi on a la vis pointeau là. Donc tout ça, ça vient avec. Bon, je vais donner un petit coup de dégrippant là-dedans pour éviter d'abîmer le cône en cuir. J'arrive pas à retirer le piston de pompe de reprise. Donc je vais retirer là ces deux clapets là. Il y a un clapet d'aspiration, donc celui de gauche là c'est le clapet d'aspiration qui est relié à la cuve ici. Donc qui laisse passer l'essence depuis la cuve vers le piston de pompe de reprise. Et ça c'est le clapet de refoulement qui emmène donc l'essence depuis la pompe de reprise jusque dans le corps du carburateur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter. Alors déjà je vais retirer le flotteur pour pas l'abîmer. Ah, c'est un flotteur en nylon. Il faut faire vraiment très attention de ne pas tordre ici le support, parce que sinon ça va fausser le réglage de niveau de cuve. Donc là c'est le clapet de refoulement. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de pousser le piston depuis l'intérieur. Voilà. Ouais, donc on voit le cône en cuir là, le piston de pompe de reprise. Il n'est pas terrible, je sais pas si je pourrais le récupérer. Enfin, je ne l'ai pas complètement arraché, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, je vais essayer de récupérer le joint sans le casser. Bon, il y a une espèce de plot de centrage là qui maintiennent le joint en place, donc je vais être obligé d'abîmer un peu le joint là pour pouvoir le retirer. Je sais pas comment on retire ces plots.
Voilà. Ok, bon, on va continuer le démontage. Alors, dans le couvercle, il y a donc l'arrivée d'essence. On va démonter ça. Alors, je vais démonter déjà plutôt le tube de dénoyage là, du starter. Je vais retirer le pointeau. Alors en soufflant dedans et en appuyant sur la vis, là on peut voir déjà si le pointeau ferme bien l'arrivée d'essence. Donc là ça a l'air d'être pas mal. 175. Donc ça doit être la taille, le diamètre. Ok, on va continuer. On a la vis raccord avec deux joints. Et le raccord banjo, il doit y avoir aussi un filtre, je pense, dedans. Voilà, un petit filtre. Tout ça, c'est quand même en bon état, hein. On voit que ça n'a pas été démonté, je pense. Et puis ça a bien tenu dans le temps, hein, parce que ça fait quand même plus de 60 ans que c'est en place comme ça. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus rien à nettoyer. C'est juste les plots de centrage là qui m'énervent un peu, parce qu'ils retiennent un bout de joint. Je verrai ce que je ferai après. Mais bon, là, il n'y a plus rien à nettoyer. Le couvercle, bon, à part le levier de pompe de reprise, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt d'être démonté, je pense. Donc je vais le laisser comme ça. Alors, j'ai pas démonté ce qu'il y avait sur le corps de papillon, donc je vais le faire tout de suite. Donc là, c'est les vis de richesse de ralenti. Donc il y en a deux, une par corps. Voilà, c'est... Donc ces vis de richesse, vous voyez, c'est quand même très très fin. Donc il faut faire gaffe à vraiment pas abîmer ces vis. Sous peine de ne pas pouvoir régler la richesse correctement. Donc ça, c'est la prise d'air pour l'allumeur. Donc c'est pas bouché, il n'y a pas vraiment de raison de la démonter. Après il y a le corps de l'axe des papillons. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de jeu tout à l'heure, ou très peu. Je vais pas le démonter non plus. J'ai pas envie d'y mettre du jeu. Donc là, je pense que c'est à peu près bon, hein, pour le corps de papillon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à démonter? Alors, il me reste beaucoup de choses. Alors il me reste les gicleurs de pompe de reprise. Donc, il y en a deux, hein, un par corps. Alors c'est du 40. Alors c'est important de bien noter
les calibres de ces gicleurs, hein. On vérifiera dans le manuel qu'est-ce qu'il faut mettre, mais bon, je pense que ça, comme ça n'a pas été démonté, c'est la bonne valeur. Et puis il faudra changer aussi tous les joints en caoutchouc là, hein. Tous les joints toriques. Donc un deuxième. Voilà, c'est pareil. C'est du 40 aussi. Quelquefois les gicleurs sont pas les mêmes calibres d'un corps à l'autre. Ça peut arriver. J'ai vu ça dans le manuel, il y en a certains qui sont pas les mêmes, je sais pas pourquoi. Bon voilà, c'est la même chose des deux côtés. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer là les buses là. Donc, ils sont maintenus par une vis. Alors, ça c'est les gicleurs d'air, ça. C'est les gicleurs d'air, alors c'est du 40, c'est les gicleurs d'air principaux. Alors là, par contre, c'est un petit peu oxydé. Ouais, donc c'est du 40. Voilà, deuxième. Il y a deux gicleurs d'air ici, je pense que c'est pour le... C'est les gicleurs d'air de ralenti. Ici, il y en a deux. Donc je vais les retirer aussi. C'est du combien? C'est du 100. Ok. Ouais, non, ça me paraît assez bizarre aussi que les gicleurs d'air de ralenti soient plus petits que les gicleurs d'air principaux. En fait, c'est du 240. C'est pas du 40 les gicleurs d'air principaux. Donc là, c'est logique que ça soit du 240 pour eux et du 100 pour eux. Donc là, c'est bien les gicleurs d'air de ralenti. Ok, on soufflera tout ça évidemment, on va nettoyer, on va tout souffler. Alors il faut bien sûr faire gaffe de prendre des tournevis de la bonne taille, hein, parce que on a vite fait d'abîmer les têtes de vis, c'est quand même du laiton, je sais pas, enfin c'est du métal assez tendre. Ok. Bon, bah maintenant je devrais pouvoir arriver à retirer les buses là. Alors, elles ont l'air d'être un petit peu collées. Alors si je peux pas faire levier. Bon, je vais essayer avec une pince. J'ai l'impression que ça a bougé un peu, j'aurais pas trop abîmé quand même, pas trop marqué. Ouais, ça a bougé. Voilà, c'est bon.
Ça valait quand même le coup de démonter parce qu'on voit quand même que c'est un peu crade à l'intérieur. Ouais, j'ai un peu marqué quand même. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais j'ai quand même un peu marqué l'alu. Je vais mettre le papier pour éviter. Voilà, celui-là il vient plus facilement. Voilà. Alors, on voit quand même que c'est crade, hein. Faut le démonter quand même. Donc là, je vais pouvoir la sortir. Voilà, donc ça c'est le tube d'émulsion principal. Je vais sortir l'autre. On voit que les trous sont sont pas bouchés, mais bon. Donc tout ça on soufflera bien pour virer toutes les saletés. On va le nettoyer, on va souffler. Ok. Alors, est-ce que je peux retirer ces buses là, ces injecteurs de pompe? Je dois pouvoir les retirer, hein. Je pense qu'ils sont juste enfoncés comme ça. Alors surtout y aller doucement. Ouais, voilà, c'est bon. Ils sont collés en fait. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors il y a un sens. Ben voilà, et là il y a un plat. On voit qu'il y a un plat, donc parce qu'en fait le trou de sortie, il est là. C'est tout fin, hein. Donc ça pulvérise l'essence par ce trou. Et donc il y a un plat qui vient de se mettre dans le corps du carburateur. Donc on ne va pas se tromper. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est à bien nettoyer et à souffler. Donc, je vais retirer l'autre. C'est bien collé, hein. C'est bien collé. Bon, je vais y aller tout doucement. À la base, il y a des petits coups pour le décoller en fait. Voilà, j'ai vu qu'il avait bougé. Pas suffisamment. Voilà. Faut vraiment pas y aller fort. Voilà. Ah, voilà pourquoi il collait, c'est qu'en fait c'était un peu oxydé là sur le corps ici. Donc c'est ça qui le maintenait collé à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est vraiment de l'horlogerie, hein. Faut y aller vraiment doucement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, les gicleurs. Alors, ça, c'est les couvercles des gicleurs d'essence. Alors, évidemment, il doit y avoir un joint. Voilà.
Ici, il y a un joint torique aussi. Et voici les gicleurs. Alors, gicleurs principaux, ici. Gicleurs de marche, donc ils sont de 130. Et gicleurs de ralenti au-dessus de 45. Ok, on vérifiera si tout ça correspond bien à ce qu'il y a dans le manuel, mais bon, s'il n'y a pas de différence, je n'en parlerai pas. Alors c'est pareil, eux ils ont des joints toriques qu'il faudra changer. Donc je pense que je vais acheter une pochette de joints parce que je vais pas m'embêter à essayer de trouver les joints à droite à gauche. Je pense qu'il doit y avoir tout dans la pochette. Voilà. Voilà, deuxième gicleur de ralenti, 45. Gicleur principal avec un petit peu de saleté. 130. Ok. Le deuxième gicleur de marche. Il me reste quoi? Alors il me reste ici. Alors ça c'est le puits de starter. Donc c'est la réserve d'essence du starter, dans lequel on a vu il y avait le tube de dénoyage. Donc ici il y a un gicleur de starter. Je vais le retirer aussi. Avec le bon tournevis. Voilà, gicleur de starter qui est un gicleur de... J'arrive pas à lire. Donc gicleur de starter qui est un gicleur de 100. Ok. Voilà, il reste toute la partie starter. Donc on va démonter ça. Bon, j'ai pas le tournevis qu'il faut, il est trop gros. Je vais prendre un tournevis plus fin. Il faut prendre vraiment le bon tournevis. Là, celui-là, il est beaucoup plus fin. Et comme la fente est assez fine, l'autre rentrait pas bien et je risquais d'abîmer. Il n'y a rien de pire que d'avoir des têtes de vis abîmées. Alors celles-ci sont particulièrement dures à retirer. Bon, elles sont très dures à retirer, je pense qu'elles sont collées, donc je vais pas insister pour pas les abîmer. Je vais y aller avec un tournevis à choc. Voilà, c'est bon.
Ça c'est important de faire, de pas se précipiter. Vous voyez là j'ai pas marqué du tout la tête. Et pourtant je peux vous dire qu'elle était bien coincée. Hein. Alors, faut dire que c'est normal, c'est tout oxydé là. Donc on va faire subir le même traitement à l'eau de vis. Donc tournevis à choc c'est vraiment bien pour ça. On fait du bon boulot. Voilà, nickel. Alors c'est un système rotatif, la glace, je crois que ça s'appelle la glace. Alors comment ça marche le starter? Donc ici, donc vous avez un disque rotatif qui vient boucher plus ou moins partiellement certains trous. Ici c'est le trou d'arrivée d'essence qui vient du puits là, de starter. Alors quand le starter est complètement repoussé, c'est-à-dire dans cette position là, on voit que il est, alors il y a un tout petit trou là, je sais pas, mais enfin il est bouché. Et le trou ici qui repart vers les papillons est masqué par cette partie là pleine du disque. Donc là en position là on n'a pas de starter. Ici il n'y a rien qui va vers les papillons. Et quand il est en position ouverte complètement, donc on voit que ici il y a un trou qui vient en regard de l'arrivée d'essence. Donc l'essence arrive ici et sort par les papillons. Là. Sort vers les papillons par ce trou. Alors en même temps ici il y a une arrivée d'air qui permet de faire un peu de mélange air-essence. On voit ici qu'elle est limitée à ce petit trou. Donc là on a quasiment que de l'essence qui sort. Ça c'est la position pleine ouverture. Et après il y a une position intermédiaire où on referme légèrement ce trou ici, puisque cette partie là n'est plus en regard du trou. Et on donne beaucoup plus d'air parce que cette partie ici arrive en regard de l'arrivée d'air. Et en même temps on rebouche aussi la sortie vers les papillons. Donc voilà, donc après il y a toutes les positions intermédiaires, donc là c'est sans starter, starter à fond et intermédiaire. Il y a un petit ressort ici. Il y a un petit ressort ici qui maintient le disque en contact avec la surface du carburateur. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il reste... Ah oui, ça c'est le clapet. J'ai oublié de le démonter. Ça c'est le clapet de pompe de reprise, le clapet d'aspiration de pompe de reprise, donc à démonter aussi. Avec son joint, évidemment, parce que sinon ça coule par terre. Donc il y a une petite bille à l'intérieur. Faudra essayer de vérifier si elle s'ouvre bien dans ce sens-là, et si elle ferme bien dans l'autre sens. Voilà. Et donc il me reste plus... Il me reste plus grand chose, il me reste plus que ces deux vis là. Alors je sais pas à quoi elles servent, mais je vais les dévisser. Je sais pas trop à quoi ça sert ces vis. Elles ont un bout pointu, donc je pense que je vais regarder quand même dans le manuel pour voir si j'arrive
Ah, c'est peut-être celles qui maintiennent les diffuseurs. C'est peut-être celles qui maintiennent les Venturi. C'est pas impossible. Je vais regarder s'ils partent. Ah ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ce qui maintenait les Venturi en place. Donc les diffuseurs. Alors, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un trou. Ah bah je peux pas me tromper, donc il y a une rainure. Donc la rainure, ouais, on peut pas se tromper, il y a une encoche ici. Donc, je vais retirer l'autre diffuseur. Bon, on va mettre un petit peu de dégrippant. Je vais pas venir. Alors, autant l'autre était venu facilement. Autant celui-là il veut pas. Ouais, je vais essayer de... Je vais pas les abîmer. Voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà, donc là il n'y a absolument plus rien de monter sur le corps de la cuve. Les papillons, donc bah, j'ai laissé les papillons en place, hein, je vois pas trop l'intérêt de les démonter. La vis de butée de ralenti, bon, je vais pas la démonter non plus. Voilà, donc ça à nettoyer. Ok, bon, pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Et voilà toute la quincaillerie qui vient avec le Carbus. C'est pour ça qu'il faut vraiment être méthodique pour rien oublier et pas se tromper au remontage. Donc là je vais passer à la partie nettoyage. Alors je vais faire un premier nettoyage à l'essence pour décoller un peu toute la crasse. Et puis après je vais faire, je me suis équipé pour l'occasion, ça faisait longtemps que je voulais le faire, d'un nettoyeur à ultrasons. Alors voilà, donc j'ai pris une cuve assez grande quand même, hein. Là c'est du 15 litres. Alors moi je vous conseille de ne pas prendre trop petit. Alors bon là elle est largement assez grande pour le Carbus que je veux faire, mais le problème c'est pas vraiment le volume, c'est la hauteur en fait. Alors je vais mettre les trois parties les plus importantes. Je mettrai après tout ce qui est la quincaille, après je la mettrai, les gicleurs, je les mettrai à part. Donc voilà, alors j'ai mis de l'eau chaude, hein. C'est un système, alors la cuve elle chauffe elle-même, mais comme c'est juste une résistance de 400 watts et qu'il y a à peu près 15 litres, ça met des heures à chauffer. Voilà. Donc alors qu'est-ce que j'ai mis comme produit dedans? Ils vendent des produits pour nettoyer des dégraissants, etc. Mais ça coûte une fortune, et puis bon, je suis toujours un petit peu inquiet par rapport à ce que ça pourrait faire sur le métal du carburateur. Donc je préfère, là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis simplement du liquide vaisselle tout bête, hein. Et on verra bien le résultat. A priori j'ai un copain, Jean-Michel, qui l'a déjà fait, et m'a dit que le liquide vaisselle ça marchait très bien. Donc bah voilà, donc là je l'ai mis à 80, bon ça il doit pas être encore à 80, mais c'est pas très grave. On va quand même commencer comme ça. Et je vais commencer pour mettre 20 minutes. Alors ça fait un bruit pas possible.
Voilà, bon ben c'est parti pour 20 minutes. Bon, voilà, ça fait à peu près 20 minutes. Alors on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas aussi... Bon, ça a quand même décrassé un peu, mais c'est pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre qu'un seul. Je vais mettre que le corps de cuve par exemple. Là ça a quand même pas mal nettoyé là. On voit quand même... Alors il y a des choses, ouais, il y a des recoins là qui sont pas bien faits encore. Je vais mettre le corps de cuve seulement. Ouais, je pensais que ça serait mieux. Je vais le retourner dans l'autre sens. Et je vais remettre 20 minutes. Bon ben voilà le résultat après y avoir passé quand même pas mal de temps dans le bac à ultrasons. Et même en renettoyant après avec de l'essence et en frottant avec une brosse métallique parce que je trouvais que les dépôts étaient pas partis, ben je suis quand même assez déçu. Alors je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas utilisé de produit spécial pour nettoyer. Donc là comme on peut voir par exemple, il reste encore pas mal de dépôts. Là ici. Moi je pensais que ça ressortirait comme neuf. Mais bon, peut-être que je me suis fait des idées. Je sais pas trop. Bon, c'est vrai que c'était quand même vraiment très sale à la base, au départ. Mais bon, le résultat est quand même, pour moi, est quand même relativement décevant. Là, on voit la crasse qui est encore bien présente dans les creux. Alors j'ai quand même j'ai dû y passer 3 ou 4 fois 20 minutes dans le bac à ultrasons. Donc à la fin je pense que ça faisait plus rien. Alors il y en a qui m'ont dit comme Energol par exemple que en les trempant dans un bain de citron et de vinaigre dans de l'eau chaude, ça arrivait à bien les récupérer. J'ai pas trop osé le faire parce que j'ai un peu peur que ça attaque le métal. Comme c'est bien acide quand même cette mixture. Donc bon, moi je vais m'arrêter là. Peut-être que la prochaine fois quand je nettoierai un autre carburateur aux ultrasons, je mettrai un produit spécial pour nettoyer les carbus. Le problème c'est que j'ai quand même acheté un bac un peu trop grand. Là j'ai pris 15 litres, j'ai vu vraiment trop grand. J'avais peur de ne pas pouvoir tout rentrer d'un coup. Alors de toute façon comme j'ai démonté, j'allais pas tout rentrer d'un coup, hein. Mais 15 litres c'est quand même trop gros, hein. Je pense que 6 litres, la moitié, ça serait largement suffisant. Et en plus je pense que plus c'est grand, même si la puissance des ultrasons est de 350 watts je crois, plus il y a de liquide, moins c'est efficace pour nettoyer les pièces, visiblement. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de prendre peut-être un bac à ultrasons de 6 litres. Je pense que ça serait plus efficace et en plus moins cher. Et puis en plus quand on a 15 litres à mettre, à remplir avec du produit de nettoyage, là ça revient vraiment cher, hein. Même si on peut éventuellement le recycler. 15 litres 15 litres de solution de nettoyage, ça va coûter plus cher que le bac à ultrasons lui-même. Bon, c'est quand même pas trop mal, hein. On voit quand même que c'est correct. Mais bon, ça pourrait être nettement mieux. Alors du côté de tout ce qui est gicleur, alors là j'ai un ressort, je sais même pas d'où ça vient. Heureusement que j'ai tout filmé parce que il va falloir que je m'y retrouve. Bon, c'est pas mal quand même. Enfin, ils étaient pas sales, mais on voit quand même que
on voit quand même que ça les a bien... ça les a quand même bien nettoyés, je pense. Alors je pense que l'intérêt des ultrasons, c'est d'aller dans les cavités surtout, c'est là où on peut pas nettoyer. Bon là j'ai mis un petit peu de WD-40 parce que ça trempait dans l'eau, donc je voulais pas trop que ça reste humide. On voit quand même par exemple qu'il reste de la crasse un peu. Bah voilà, par exemple ici sur ce gicleur, il est encore un peu crasseux, hein. Bon, je pense que ça devrait partir assez facilement. Ouais, ça part quand même assez facilement. Bon, enfin, faut pas croire que faut pas frotter derrière quand on passe aux ultrasons, hein. Il y a certains dépôts qui sont vraiment bien incrustés et qui partent pas. Mais bon, ouais, c'est quand même pas trop mal. Surtout que nettoyer ça avec, faut surtout pas y aller avec des, par exemple des brosses métalliques ou des fils de fer, parce que les trous sont tellement, elles sont calibrées presque au centième de millimètre. Donc si on y va avec quelque chose de dur, ça risque de les abîmer, hein. Ok, alors il y a certaines parties comme par exemple là la biellette de la pompe de reprise que je vais essayer de rattraper avec l'électrolyse comme j'avais fait pour les boulons, parce que c'est quand même assez rouillé. Donc ça, bon, forcément ça pas, c'est pas le bac à ultrasons qui va le récupérer. Donc ça je vais mettre plus certains boulons qui sont quand même comme celui-ci par exemple, qui sont quand même bien oxydés. Donc ça je vais passer à l'électrolyse. Bon bah le tamis, ça de toute façon j'aurais pu le nettoyer. Bon, je pense que par rapport à un nettoyage classique à l'essence, le gros avantage c'est qu'on peut aller vraiment dans les cavités et que surtout on n'abîme pas tout ce qui est un peu de l'horlogerie. Ah oui, ça y est, le ressort, je sais d'où il vient. C'est le ressort de la vis de richesse. Bon, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout sécher, je vais tout passer à la soufflette. Tous les conduits là, je vais bien les souffler pour être sûr qu'il ne reste pas de crasse à l'intérieur ou de petites poussières. Et puis je vais tout remonter. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Merci de me suivre, à bientôt.